Mercredi 27 juillet 2022, chers téléspectateurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition de ce journal version française. Merci de rejoindre Viva pour vous informer. Tout de suite, concernant les actualités de ce mercredi, le nouvel ambassadeur de la République fédérale d'Allemagne, Michael Gerhard Karl, a remis ce jour au Palais Diavelou au président de la République de Madagascar les lettres de créance le nommant ambassadeur de la République fédérale d'Allemagne résidant à Madagascar. La relation entre les deux pays date de plusieurs dizaines d'années. Les deux ont affirmé leur volonté de la renforcer. Suivons le cours de la cérémonie au Palais Diavelou. Oui, tout d'abord, je voudrais dire que je suis très heureux que le président de la République m'a reçu aujourd'hui pour lui remettre les lettres de créance afin de m'accréditer comme nouvel ambassadeur d'Allemagne au Madagascar. Nous avons eu un bon entretien sur les relations amicales entre nos deux pays, sur la coopération étroite qui lie nos deux pays depuis très longtemps. Nous avons aussi parlé sur d'autres sujets de l'intérêt commun. L'Allemagne, c'est un partenaire important, bilatéral et sur le plan européen et des Nations Unies. Et je suis très heureux que votre pays regarde l'Allemagne aussi avec sympathie. Le président s'est exprimé sa satisfaction sur la coopération bilatérale étroite. Et nous aimerons bien continuer cette bonne coopération, l'Allemagne et Madagascar. Nous avons 4 domaines en général, c'est la promotion de la biodiversité et de l'environnement, c'est la production agricole, c'est l'énergie renouvelable, la gouvernance, ça veut dire promouvoir le Madagascar dans le processus de la décentralisation. Ce sont les 4 domaines de la coopération bilatérale. Nous avons aussi quelques ONG qui travaillent ici avec le soutien du gouvernement fédéral d'Allemagne. Le coup d'État visé par l'opposition n'est en aucun cas une solution face à la situation actuelle du pays, a déclaré aujourd'hui le gouverneur de la région, Anna Lamang. L'objectif de l'opposition est de perturber le processus électoral de 2023 afin d'arriver à un gouvernement de coalition. Selon ce dernier, toutes les institutions du pays ont été mises en place dans le respect de la légalité. L'opposition n'a donc rien à craindre pour l'élection de 2023, une opposition qui n'est plus crédible. Selon toujours ce dernier, dans ce reportage d'Andana Martina, Inza Ranjiansu. L'opposition cherche à véhiculer un prétendu non-respect de la démocratie à Madagascar suite à l'échec de la tentative de perturbation à l'ordre public de samedi dernier. La liberté d'expression existe à Madagascar, que ce soit dans les médias, sur les réseaux sociaux ou encore à travers les événements politiques. Mais cela doit se faire dans le total respect des lois, selon le gouverneur de la région Anna Lamang aujourd'hui. Madagascar est un état de droit où l'on peut s'exprimer librement. L'opposition a initié une manifestation samedi dernier, mise en vain. L'opposition craint surtout pour l'élection présidentielle de 2023. Elle vise à accéder au pouvoir sans passer par une alternance démocratique, alors que toutes les structures et institutions ont été mises en place d'une manière légale. En fait, l'opposition ne supporte pas que le président de la République, Andry Rajoelina, durant ces 3 dernières années, ait pu faire de nombreuses réalisations, notamment des infrastructures à vocation sociale, d'après le gouverneur de la région, Anna Lamang. Ce dernier appelle donc les élus et autres hauts responsables à assumer leur rôle dans le cadre de développement de Madagascar et surtout pour la réalisation des Vélran fixées par le président de la République. Tous les services au sein du ministère des Affaires étrangères ont repris leurs activités aujourd'hui, bien que certains employés soient toujours en grève. Selon le ministère, la raison est de veiller aux intérêts des usagers. Cependant, il existe des dispositions pour la réception et la délivrance des documents. Un reportage signé Rose Christelle Rakoutoumala et Yves Janel. Tôt le matin, les gens étaient venus nombreux auprès du ministère des Affaires étrangères à Anoussi.
En effet, cela fait presque un mois que le personnel du ministère était en grève. Les usagers y viennent tous les jours depuis ce temps, mais n'ont été reçus qu'aujourd'hui. Selon l'ordonnance numéro 01-HCC/HV du 6 avril 2005, l'exercice du droit de grève doit tenir compte du respect des autres principes reconnus par la Constitution, tels la continuité du service public et la nécessité de garantir l'ordre public, et qu'il appartient au gouvernement de prendre les mesures qui s'imposent afin de sauvegarder l'intérêt général. De ce fait, le ministère a repris les services, bien que certains employés soient encore en grève. Ainsi, le traitement de ces dossiers ont repris, visa des contrats des travailleurs migrants et des jeunes au pair, transcription des actes de naissance, certification et authentification des actes administratifs, actes d'état civil, actes judiciaires et extrajudiciaires, délivrance d'attestation de déménagement définitif, traitement des dossiers relatifs à la perte de la nationalité malgache, autorisation de transfert de dépouilles mortelles à l'étranger, traitement de demandes d'autorisation d'escale et d'accoster. Par ailleurs, le ministère continue à assurer les services suivants: traitement des dossiers d'évacuation sanitaire à l'étranger, traitement de demandes d'autorisation de survol, d'atterrissage d'aéronefs civils et militaires, assistance des ressortissants malagasy en détresse à l'étranger, rapatriement à Madagascar de dépouilles mortelles. Les usagers peuvent déposer leur dossier les lundis, mercredis et vendredis de 9h à 12h et la délivrance des documents se fait les mardis et jeudis de 9h à 12h. Des forces de l'ordre veillent à la sécurité dans la zone. La limitation du prix minimal de la vanille à 75 000 lariars n'est pas respectée dans la région Anna-Landsroof selon les députés élus dans cette circonscription. Il est grand temps de mettre au même niveau toutes les régions. Ces derniers appellent donc le ministère de l'Industrie, du Commerce et de la Consommation, les parlementaires également, à prendre en compte particulièrement cette région par rapport aux autres régions productrices de vanille compte tenu du contexte actuel. Jaren Giamar nous en dit plus dans ce reportage. Les opérateurs dans le secteur de la vanille achètent le kilo de vanille à 40 000 lariars dans la région Anna-Landsroof, d'où les doléances des députés de cette circonscription auprès du ministère de l'Industrie, du Commerce et de la Consommation à contrôler de manière stricte cette irrégularité. Les cultivateurs de vanille d'Anna-Landsroof sont victimes de ventes à perte, raison pour laquelle les élus appellent le ministère de tutelle à résoudre définitivement ce problème. Ces derniers estiment que leur région produit de la vanille de même qualité que celle des autres régions productrices. Il est donc juste que le prix de vente soit égal à ceux des autres régions. Le prix de la vanille dans le district de Vavaten est le plus bas selon le rapport du député de ce district. Un comité spécifique pour la réforme de décentralisation a été mis en place dans le cadre de l'élaboration du plan national de la décentralisation émergente. Une réunion du comité technique a eu lieu hier avec le Premier ministre et quelques membres du gouvernement dans le cadre de l'établissement du plan national. Un atelier aura lieu au niveau de chaque région avant de regrouper les résolutions. Certaines étapes ont été franchies pour la réforme de décentralisation conformément aux visions de l'État actuel, selon le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation. L'adoption de la loi sur la lettre de la politique de la décentralisation émergente par les deux assemblées en est une. Deux comités spécifiques ont également été mis en place dans ce sens. La prochaine étape sera une concertation régionale avant l'établissement du plan national de décentralisation. Une réunion du comité de pilotage politique et stratégique des réformes pour une décentralisation émergente, présidée par le Premier ministre, chef du gouvernement, s'est tenue hier durant laquelle des directives et stratégies de mobilisation des acteurs ont été définies. Un bilan des réalisations actuelles y a également été fait, mais aussi des travaux à réaliser, surtout après l'adoption de la loi sur la lettre de la politique de la décentralisation émergente. Et sur un tout autre sujet, à présent, le ministère du Tourisme va désormais procéder à la promotion de Madagascar à travers les réseaux sociaux. À partir de cette semaine, une influenceuse entamera le tour de Madagascar et partagera ses aventures via Facebook, Instagram, YouTube ou encore TikTok, et également dans le cadre de la promotion du tourisme local, mais également du tourisme national. Fin de Jessiane Mireille sur les images de Yves Janel.
Farah Rabekzan, une influenceuse malagasy, débutera le Tour de Madagascar à compter de ce jeudi 28 juillet pour promouvoir le tourisme à Madagascar. Elle se dirigera directement vers la route nationale numéro 4 pour ensuite rejoindre la route nationale numéro 6 et s'arrêtera pour son premier voyage à Antranan. Elle fera tout le voyage en moto. L'objectif pour cette dernière, c'est de démontrer les aspects souvent mis de côté du tourisme, car souvent, le tourisme rime souvent avec mer et plage pour certains. Le tourisme ne se résume pas à cela, rappelle cette dernière. Ses aventures dévoileront donc plus cet aspect du tourisme. Son trajet Antananarivo à Antranan durera 1 mois. Farah partagera ses aventures sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, YouTube et même TikTok, dans l'optique de promouvoir le tourisme, selon le directeur des systèmes d'information et de communication du ministère du Tourisme. L'État malagasy intègre actuellement l'ère digitale. Ce nouveau système du ministère du Tourisme se fait également dans ce sens, poursuit le ministre du Tourisme. Ce dernier collaborera avec plusieurs partenaires pour ce projet. La coopération entre Madagascar et la Turquie a été renforcée aujourd'hui lors de la visite de courtoisie de l'ambassadeur de la Turquie au président du Sénat malagasy, ainsi des techniciens malagasy iront en Turquie pour renforcer leurs compétences, principalement en matière de reboisement. Cette coopération va également s'étendre sur d'autres secteurs. Toujours un reportage de Merveilleux Sphère sur les images d'Anzar Ardonarvelo. Suite à la conférence parlementaire mondiale à Istanbul en Turquie, qui a eu lieu les 19 et 20 juin dernier, à laquelle la délégation malagasy, présidée par le président du Sénat malagasy, a participé, l'ambassadeur de la Turquie à Madagascar a effectué aujourd'hui une visite de courtoisie auprès du président du Sénat malagasy, également pour renforcer la coopération entre les deux pays. Faisant suite à cette visite, il a été décidé que des techniciens malagasy au niveau du ministère de l'Environnement et du Développement durable se rendront en Turquie pour renforcer leurs capacités en matière de reboisement. L'ambassadeur de la Turquie a réitéré sa volonté de collaborer avec Madagascar. Je voudrais aussi remercier Monsieur le Président du Sénat pour sa disponibilité, aussi bien la participation à cette conférence que pour sa disponibilité concernant justement les relations bilatérales entre nos deux pays. Et nous avons encore une fois constaté que vraiment il y a beaucoup de choses à faire, à concrétiser, aussi par exemple certains programmes de formation ou autres. Et donc voilà, ça a été une opportunité de discuter, de voir comment on peut concrétiser un peu ce qui a été aussi déjà discuté en Turquie. Les deux parties ont également évoqué la question de la migration, ce qui était d'ailleurs le thème lors de la conférence parlementaire mondiale de la migration et des réfugiés. La Turquie accueille plus de 4 millions de migrants en provenance de la Syrie et de plusieurs autres pays. La coopération entre les deux pays s'étendra sur plusieurs secteurs selon les explications. Et concernant les actualités internationales de ce mercredi, le président Kais Saied a engrangé un succès avec l'adoption à une large majorité d'une nouvelle constitution qui lui octroie des vastes prérogatives au risque de mettre en péril la jeune démocratie tunisienne. Mais le faible taux de participation entame la légitimité du processus selon ses opposants. Reportage. Le 26 janvier 2014, 3 ans après le début des printemps arabes, les députés tunisiens adoptent une nouvelle constitution. Le premier article reprend mot pour mot la précédente constitution datée de 1959. La Tunisie est un État libre, indépendant et souverain. L'islam est sa religion, l'arabe sa langue et la République son régime. Le texte allie laïcité et islam et pour la première fois dans un pays arabe, la Constitution garantit la liberté de croyance et de conscience et le libre exercice des cultes. La charia, elle, n'est pas mentionnée comme source de droit. 8 ans plus tard, c'est un tout autre projet que propose le président Kais Saied. Son objectif, offrir un pouvoir inattaquable au chef de l'État qui dispose d'une immunité pendant toute la durée de son mandat. La nouvelle constitution réduit aussi considérablement le rôle et le pouvoir du Parlement et prévoit la mise en place d'une seconde chambre, l'Assemblée nationale des régions créée sur le modèle des Sénats français ou américains. Enfin, l'un des points les plus débattus concerne la place de l'islam. L'article 5 du projet présidentiel pose que la Tunisie fait partie de l'Oumma islamique au sein d'un système démocratique. Seul l'État devra veiller à garantir les objectifs de l'islam. Une disposition critiquée par les défenseurs d'une séparation nette
entre la religion et l'État. Au moins 5 personnes ont été tuées à Goma et une cinquantaine d'autres blessées dans l'est de la République démocratique du Congo au deuxième jour de manifestation contre la mission des Nations Unies accusée d'inefficacité dans sa lutte contre les groupes armés, a-t-on appris de sources officielles présentes en République démocratique du Congo. Depuis 1999, la MONUC, mission de l'ONU au Congo qui est devenue la MONUSCO, mission de l'ONU pour la stabilisation en RDC, en 2018, compte actuellement plus de 14 000 soldats de la paix. Reportage. Novembre 1999. Les premières troupes de l'ONU sont déployées dans le Nord Kivu pour maintenir la paix et faire respecter l'accord qui a mis fin à la Deuxième Guerre du Congo. Un an plus tard, la MONUC voit son mandat élargi. Elle est désormais en charge de la protection des civils, du personnel humanitaire et des défenseurs des droits de l'homme. Le pays est instable, il est notamment confronté à l'arrivée massive de milices venues du Rwanda voisin. Associée à des groupes armés congolais opposés au gouvernement central, elle pille les richesses nationales. Les casques bleus deviennent vite leur cible privilégiée. En 2013, face à la recrudescence des attaques, le Conseil de sécurité des Nations Unies crée une brigade d'intervention spéciale. La MONUSCO, comme on l'appelle désormais, devient alors la plus importante opération de maintien de la paix de l'ONU dans le monde et surtout la plus chère. En 2016-2017, son budget annuel atteint presque 1,2 milliard d'euros. Elle mobilise près de 17 000 militaires, appuyés par des observateurs et officiers d'état-major, des policiers, mais aussi des membres d'unités spéciales. Fin 2021, le mandat de la MONUSCO est reconduit pour 12 mois supplémentaires jusqu'en décembre 2022, mais avec des effectifs réduits, à savoir 3 500 militaires en moins. Sa mission principale, consolider sa présence en Ituri, au Nord Kivu et au Sud Kivu, ces 3 provinces congolaises où persistent des conflits armés ouverts. Le prince héritier saoudien Mohammed Ben Salman a entamé mardi une visite officielle de 2 jours en Grèce avant une étape en France, selon l'agence de presse du Royaume. Il s'agit de son premier voyage dans l'Union européenne depuis l'assassinat du journaliste Jamal Khashoggi. France 24. Une poignée de mains chaleureuses et l'hymne national saoudien qui résonne aux abords du bureau du Premier ministre grec. Mohammed Ben Salman, en visite officielle à Athènes, berceau de la démocratie, mais pour parler affaires. Les 2 pays veulent renforcer leurs relations bilatérales avec une série de projets, des accords portant sur l'énergie, les transports maritimes ou encore la défense devraient être signés ce mercredi. C'est l'occasion de réaffirmer la force de notre relation stratégique. Nous signerons des accords importants et nous aurons l'occasion de discuter plus en détail des développements régionaux. Je vous avais promis que je ne viendrais pas les mains vides. La donne va changer pour nos 2 pays et pour toute la région. Un retour en grâce en Europe pour le prince héritier saoudien, lui qui, depuis l'assassinat du journaliste Khashoggi en 2018, n'était plus en odeur de sainteté chez les Occidentaux, qui le considéraient comme le principal commanditaire. Mais la guerre en Ukraine et ses effets dévastateurs sur les prix de l'énergie semblent avoir changé la donne. On se souvient en particulier de ce cliché à Jeddah, datant d'une dizaine de jours, où Joe Biden et MBS se font un chèque du poing, comme pour sceller la réconciliation de leur pays. Avant son arrivée au pouvoir, le président démocrate avait pourtant promis de traiter le royaume saoudien en paria en raison de l'affaire Khashoggi et de ses violations des droits humains. Mais aujourd'hui, la principale préoccupation des alliés occidentaux est de convaincre Riyad, premier exportateur de brut, d'ouvrir les vannes afin de soulager les marchés. Cette question pourrait s'inviter dans les échanges entre Emmanuel Macron et MBS. Le prince héritier est attendu à Paris dans les tout prochains jours. C'est également avec cette actualité internationale que nous terminons l'édition d'aujourd'hui. Restez sur Viva car peu de temps après cette édition, la 2e épisode de And Just Like That. Quant à moi, je vous donne rendez-vous pour demain pour des nouvelles actualités.